Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h35. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et avec quelques minutes de retard, il est pardonné. Voici notre invité de la matinale, Thibaut Guignard. Il est maire de Ploc-l'Hermitage dans les Côtes-d'Armor et tout nouveau président de la Fédération européenne des territoires ruraux, l'ELARD. Je pense qu'on le dit comme ça, il va nous confirmer. Il est avec nous en direct au micro de la matinale malgré le verglas et une voix, mais je crois qu'on va pouvoir monter un club qui n'est pas très top comme l'on dit ce matin. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je crois que sur nos petites routes de campagne, il faut faire attention ce matin et c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je suis arrivé avec quelques minutes de retard. Voilà, vous êtes pardonné, on en a parlé dans les flash routes sur Bretagne 5 de ce verglas, je vais y arriver, qui est présent sur la Bretagne aujourd'hui. Soyez donc très prudents. On va parler de politique, on va parler d'Europe ce matin, avec un petit clin d'œil, on nous écoutait en Grèce et en Allemagne et même en Espagne ce matin, on a eu quelques emails, alors on va parler de l'Europe, pas l'Europe de la radio, mais plutôt l'Europe des territoires ruraux. Je le disais en commençant, Thibaut Guignard, vous êtes tout nouveau président de la Fédération européenne des territoires ruraux. Alors, pas encore en poste, je crois que c'est en janvier. Effectivement, l'élection a lieu au mois d'octobre en République tchèque et la prise de poste c'est au 1er janvier 2023. Donc j'ai un petit peu anticipé, mais comme on va parler de ruralité, parce qu'aujourd'hui, et plus que jamais, la ruralité est dans l'actualité, puisqu'on parle de ces coupures de courant, ces coupures d'électricité pour faire des économies, et puisqu'on n'a pas assez de production, et on nous dit que les territoires ruraux seront plus affectés que les villes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous met en colère, vous, Thibaut Guignard ? Moi, je pense que face à la situation de tension électrique dans le pays, sur laquelle on peut revenir et débattre des orientations qui ont été prises ces dernières années, notamment de la faute grave d'avoir tourné le dos à l'énergie nucléaire, qui est une énergie permanente et décarbonée. Une fois qu'on a dit ça, on est face à une situation pour laquelle il faut faire des efforts. Les territoires ruraux seront sans doute aussi touchés que les villes. Pour autant, la grosse consommation, elle reste là où les habitants sont concentrés, et notamment dans les villes. Le plus difficile, c'est de déconnecter des quartiers entiers sans déconnecter un EHPAD, un hôpital, etc. Donc moi, je ne suis pas pour mettre les territoires ruraux contre les territoires urbains. Je pense que tout le monde doit faire un effort. Mais effectivement, il y a beaucoup plus d'impact quand on coupe un quartier urbain que quand on coupe un demi-département rural, pardon. Voilà, la ruralité aujourd'hui, elle est aussi dans la vie de chacun. On en avait parlé ici lorsque vous étiez venu la fois précédente, beaucoup d'habitants des villes qui se tournent vers la campagne pour y gagner un peu de sérénité, pour y travailler aussi, pour avoir une meilleure qualité de vie. Alors ça implique beaucoup de choses, ça implique que les campagnes se développent et ça implique aussi des moyens. Est-ce que les campagnes aujourd'hui ont assez de moyens ? Aujourd'hui, il y a une prise en compte de la chance que représentent nos ruralités. Et on arrête de traiter les ruralités, en France comme en Europe, comme un problème, mais à l'inverse comme une part des solutions aux différents problèmes que l'on peut rencontrer de qualité de vie, de souveraineté alimentaire, de production d'énergie renouvelable, etc. Et donc aujourd'hui, les campagnes ont les moyens de leur développement. C'est toujours le même souci. Quand on dit les campagnes, si on parle des collectivités territoriales, c'est toujours le même souci pour les collectivités territoriales que de boucler leur budget. On nous annonce des aides à l'investissement, je pense notamment au fonds vert pour la transition énergétique, etc. Mais pour autant, on a besoin aussi de moyens pour fonctionner, c'est-à-dire pour payer les services publics, et puis aussi pour financer cet investissement. C'est-à-dire que les collectivités doivent autofinancer une partie de leur investissement, c'est bien normal, mais pour cela, elles doivent avoir une section de fonctionnement qui soit excédentaire. Donc pour cela, elles ont besoin d'avoir des financements pour leur fonctionnement. Et il faut savoir que de l'argent injecté par les collectivités locales, c'est de l'argent injecté utilement en local. C'est soit 1 euro pour l'investissement, soit 1 euro pour de l'emploi local pour faire vivre le service public, dans le périscolaire, dans le culturel, le ramassage des ordures ménagères, etc. Mais c'est de l'argent qui est dépensé localement. Voilà, c'est l'argent, j'allais pas se dire au quotidien, finalement, local et quotidien. Aujourd'hui, les campagnes, elles s'invitent dans l'Europe, on va en dire un mot parce que c'est important aussi, on a une Europe des campagnes, une Europe de la ruralité. 80% du territoire. Voilà, et avant on raisonnait un petit peu franco-français, alors on ouvre un peu nos espaces, nos horizons, avec une Europe qui est chahutée, avec une guerre aujourd'hui. Est-ce que ça bloque des projets, parce qu'on pense à l'Ukraine qui n'est pas européenne, mais qui est au port de l'Europe? Est-ce que ça bloque des projets? Est-ce que ça mène aussi une réflexion sur cette Europe, cette grande Europe?
Alors, avec tout le respect que je vous dois, l'Ukraine est européenne. Oui, elle n'est pas dans l'Union européenne, mais elle est voilà, pleinement européenne par sa situation géographique sur le continent européen, par sa proximité culturelle, par le partage des valeurs de l'Union européenne. Et moi, je suis de ceux qui pensent que l'Ukraine doit bénéficier d'une adhésion accélérée et dérogatoire à l'Union européenne. La situation en Ukraine complexifie les choses au quotidien pour tout le monde, hein, que ce soit sur les prix de l'énergie, on en parlait, que ce soit sur la possibilité de monter des projets transnationaux. Et l'Ukraine est un grand pays agricole et rural avec lequel, j'espère, nous pourrons travailler une fois que l'Ukraine et ses alliés auront gagné la guerre contre la Fédération de Russie. Alors, on a des outils, on revient à ces outils nécessaires, ces outils de financement pour les campagnes. On voit des fois, au gré de nos promenades, financés par le FEDER. Alors, on va dire un mot du FEDER, parce que c'est important. Mais aujourd'hui, est-ce que ces outils suffisent ou est-ce qu'il faut les développer? Et c'est un peu le sens aussi de ce que vous avez un petit peu défendu, ou même beaucoup défendu d'ailleurs, à Bruxelles. Vous y êtes exprimé il y a quelques temps. Justement, est-ce que les outils sont encore adaptés aujourd'hui ? Les outils sont adaptés car depuis les années 90, l'Union européenne fait confiance aux acteurs locaux pour gérer eux-mêmes les financements européens au plus proche du territoire. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler parce que se dire que depuis Bruxelles, on est capable de faire confiance à des acteurs locaux comme ceux du pays de Saint-Brieuc, par exemple, organisés autour d'une stratégie locale de développement pour financer leurs projets avec des financements européens. Je pense que ça montre que l'Europe applique le principe de subsidiarité, que l'Europe a confiance dans les territoires et dans les acteurs locaux. Et si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup d'États membres, y compris le nôtre d'ailleurs, qui font pareil avec leur budget national. Donc là-dessus, l'Europe a 30 ans d'avance. Il y a différents outils, des outils qui sont financés par la politique agricole commune, comme LEADER, qui dépend donc du FEADER, le Fonds agricole pour le développement rural. Il y a des outils qui sont financés par le FEDER, le Fonds européen pour le développement régional. Il y a des outils qui sont financés par le FEAMPA, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Et donc, il y a des moyens pour développer ces projets. Mais l'Union européenne met en place des dispositifs au niveau des 27 États membres. Et ensuite, ce sont les autorités de gestion, en France, les conseils régionaux, qui appliquent ces dispositifs. Et par exemple, la région Bretagne a malheureusement décidé de ne pas appliquer l'outil territorial du FEDER, du Fonds européen pour le développement régional, qui a un outil territorial, c'est-à-dire une gestion locale qui s'appelle de façon, dans le jargon européen, l'objectif stratégique 5, donc ça, mais qui veut dire par là qu'on va pouvoir confier aux acteurs locaux une somme de ce Fonds européen pour le développement régional, et toutes les régions françaises, sauf la Bretagne et l'Île-de-France, ont décidé de s'en emparer. Ça veut dire qu'aujourd'hui... On sait pourquoi, Thibaut Guignard, c'est une volonté politique ou Ce sont des choix politiques de gestion. Aujourd'hui, le FEDER sera concentré sur les deux principales métropoles que sont Rennes et Brest. Donc les territoires ruraux qui pouvaient prétendre à cet outil de FEDER, en plus de leader, eh bien, ne pourront pas en Bretagne en profiter. Est-ce que vous avez des moyens de discuter avec la région? J'imagine que oui, et d'essayer de faire changer les choses, ou c'est quelque chose qui est immuable? La région est souveraine. La région est souveraine et là, les différents accords cadres entre la région et l'Union européenne sont mis en place ou sont en train d'être validés, donc c'est trop tard. Ça ne veut pas dire que les territoires ruraux n'auront pas du tout accès au Fonds européen pour le développement régional. Ils pourront faire des demandes à Rennes dans le cadre d'une gestion centralisée, mais ils ne pourront pas avoir une enveloppe à gérer localement, comme c'était pourtant le cas dans la précédente période de programmation entre 2014 et 2020. C'est-à-dire que là, c'est un véritable retour en arrière, alors que toutes les autres régions françaises ont fait l'effort inverse, c'est-à-dire au territoire, vous êtes organisé autour de stratégies leader, eh bien on va en plus vous mettre du Fonds pour le développement régional. On a l'impression d'une recentralisation, vous dites un bond de 30 ans en arrière, alors que la région, dans sa communication, plaide plutôt la décentralisation, justement. C'est une forme de recentralisation régionale, oui. Ces fonds, comment ils se traduisent sur le terrain lorsque l'Europe injecte de l'argent? Cet argent est géré évidemment par les différents acteurs sur le terrain. Comment ça se traduit dans le quotidien de monsieur, madame, tout le monde? Ça se traduit dans beaucoup de choses sans forcément que les bénéficiaires pensent à le dire. Le plan de relance en France, le plan de relance après la crise de la Covid, c'est 100 milliards d'euros, dont 40 milliards financés par l'Union européenne.
peu de fois, l'État a dit que les 100 milliards qu'il mettait sur la table étaient financés à près de la moitié par les fonds européens. La prime Rénov', dont on parle beaucoup, la prime Rénov' pour les rénovations énergétiques, c'est 40% de fonds européens. Peu de personnes ne le savent parce que c'est très peu affiché dans la communication des différents acteurs. Généralement, on pense que c'est de l'État. On dit l'État... Voilà, on dit que c'est des fonds d'État, alors qu'en fait, ce sont des fonds européens. Et puis, c'est justement l'avantage de ces démarches territorialisées comme leader, c'est que les acteurs locaux qui gèrent les fonds européens sont beaucoup plus sensibles à cette nécessité d'afficher la participation de l'Union européenne et de mettre en grand le logo dont vous parliez tout à l'heure, l'Europe s'engage en France, parce que ce sont des milliards d'euros qui participent au développement de nos territoires. Mais l'Union européenne n'est pas seulement une banque. C'est-à-dire que c'est pas seulement un carnet de chèques. La politique de cohésion, FEDER, FSE et l'ensemble des fonds européens d'investissement, c'est une politique de construction de l'Union européenne et de cohésion entre les régions. Et ça donc, permet, pardon, je vous interromps, Thibaut Guignard, mais ça permet aussi des équilibres de territoire entre différents pays. Et des rattrapages. Et des rattrapages, oui. Et des rattrapages importants. Donc en fait, quand on demande une subvention européenne, on ne fait pas que actionner un tiroir caisse, on participe à la construction de l'Union européenne par les territoires. Comment vous expliquez, Thibaut Guignard, qu'aujourd'hui l'Europe, on en a parlé ici, je vous taquine à nouveau, mais que l'Europe a si mauvaise presse alors que l'aide, finalement, on l'oublie un peu. Pourquoi on dit, oh là là, l'Europe, voilà, c'est toujours la faute à l'Europe finalement. Comme dans toute organisation humaine, c'est toujours la faute du niveau supérieur. Donc lorsqu'on vous parlera de difficultés, la région vous dira c'est de la faute de l'État, et puis au niveau de l'État, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire c'est de la faute de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, c'est facile de taper sur l'Union européenne. C'est un peu moins vrai maintenant, parce qu'on se rend compte que crise sanitaire, on aurait été incapable de développer les vaccins sans l'Union européenne. Reprise économique après cette crise sanitaire, on aurait été incapable d'avoir un plan de relance aussi ambitieux si l'Union européenne, pour la première fois de son histoire, n'avait pas décidé d'emprunter. Et guerre en Ukraine, on aurait été incapable de tenir face à la Russie en termes de sanctions et d'aider l'Ukraine à se défendre, donc à nous défendre, parce qu'après l'Ukraine, c'est la Pologne et les pays baltes. Donc on aurait été incapable si on n'avait pas été organisé à l'échelle de l'Union européenne. Donc je pense que l'Europe bashing est en train de s'arrêter un petit peu, de s'estomper un petit peu. Et puis nous sommes un certain nombre d'élus, d'acteurs locaux, à défendre le fait que un certain nombre de choses que l'on met sur le dos de l'Union européenne sont en fait décidées à Rennes ou à Paris. Voilà, c'est pas toujours la bonne cible qui est visée. Thibaut Guignard, est-ce qu'on peut dire, à l'aune justement de l'histoire et de cette guerre, on revient à cette guerre en Ukraine, que l'Europe politique est enfin née? Je pense que l'Europe politique a fait un grand pas en avant. J'espère qu'elle pourra véritablement être consacrée, notamment autour du couple franco-allemand, et en écoutant l'ensemble des pays. Il y a un peu de tiraillement des fois entre la France et l'Allemagne. Vous connaissez des couples où il n'y a pas de tiraillement? Le principal, c'est de se réconcilier et que ça dure. Mais il faut aussi écouter l'ensemble des pays, c'est-à-dire que depuis leur entrée dans l'Union européenne, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie nous disent la Fédération de Russie va attaquer l'Ukraine et après ce sera notre tour. Ça fait depuis les années 2000 et on ne les écoutait pas. Moi qui vais souvent en Pologne, j'étais vraiment impressionné par cette peur de l'invasion par la Fédération Russie. Enfin, je dirais d'ailleurs plutôt par la Russie de Poutine, parce que c'est pas la Russie, c'est la Russie de Poutine. Et en fait, on se rend compte que l'histoire leur a donné raison parce qu'ils connaissent mieux les frontières orientales de l'Union européenne que nous. Et donc, je pense que c'est dans ce concert des nations européennes qu'il faut écouter chacun. Il y a d'autres zones de tension en Méditerranée notamment. Et donc, il faut écouter chacun pour construire une véritable Europe politique, une véritable Europe de la défense. Aujourd'hui, certains pensent que la souveraineté, c'est, avec 60 millions d'habitants, d'avoir son armée, ses frontières et certains même sa monnaie. Moi, je pense que la souveraineté de la France, elle passe par la souveraineté de l'Union européenne et que pour que l'Union européenne soit souveraine, il faut qu'elle ait des outils pour cela.
Les outils, elle va être obligée de les développer parce qu'on voit les grandes nations, alors on dit, c'est presque continent, on pense à la Chine d'un côté, on pense à l'Inde, on pense aussi aux États-Unis, qui sont très impliqués aussi. On a beaucoup reproché à l'Europe de se tourner vers les États-Unis, mais finalement, avec cette guerre, là encore, ça nous ramène à la guerre en Ukraine. On a une Europe qui existe. On avait le sentiment avant que l'Europe était un peu coincée entre des grands géants et que c'était le petit poussé. Là, on a l'impression d'une Europe qui arrive sur la scène internationale et qui pose aussi ses règles. Paradoxalement, l'agression de l'Ukraine par la Russie de Poutine a ressoudé et renforcé l'Union européenne et redonné un second souffle à l'OTAN, dont on disait qu'elle était en état de mort cérébrale. C'est le président de la République qui avait employé ce terme. C'était le président de la République, il n'avait pas tort à l'époque, il avait même raison. Et donc ça a donné un second souffle à l'OTAN. Ce qui est malheureux, c'est que ça se fasse au prix de milliers de morts, de centaines de milliers de morts en Ukraine. Ça apportera aussi une autre vision politique lorsque la guerre s'arrêtera, parce que forcément, et on l'appelle de nos voeux, elle s'arrêtera cette guerre. Comment l'Union européenne va pouvoir apporter son soutien à des pays, évidemment, comme l'Ukraine, ou plus largement les pays qui sont possiblement agressés par la Russie, par la Fédération de Russie? L'Union européenne doit permettre aux pays possiblement agressés par la Russie, je pense à l'Ukraine, je pense à la Moldavie, de pouvoir intégrer l'Union européenne de façon accélérée. Alors on nous dit, attention, il y a des critères de convergence à mettre en place. Oui. Sauf que dans une situation aussi grave et aussi exceptionnelle, on peut avoir des situations dérogatoires, des situations provisoires, de dire à ces pays, ok, vous rentrez rapidement dans l'Union européenne, mais d'abord, il n'y aura pas l'euro tout de suite, bien évidemment, parce qu'il n'y a déjà pas l'euro partout dans l'Union européenne, et puis on va vous aider à lutter contre la corruption, à avoir une meilleure transparence, à structurer votre administration, etc., etc. Donc, moi je pense que l'Union européenne, elle a une responsabilité vis-à-vis de ces pays, parce que je pense que l'Union européenne a une responsabilité dans la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que on avait enfermé l'Ukraine dans un rôle de tampon. C'est-à-dire qu'on avait considéré qu'entre l'Union européenne et la Fédération de Russie, il y avait un État de 40 millions d'habitants qui était sacrifié et qui était condamné à servir de tampon entre deux grandes puissances. Et le jour où le tampon pète, on se rend compte que l'autre puissance est arrivée à notre frontière. Et donc je pense que nous n'avons pas été à la hauteur de la solidarité que nous aurions dû avoir avec l'Ukraine et avec la Moldavie depuis leur sortie de l'ex-URSS, et qu'aujourd'hui, il faut absolument rattraper cette erreur de l'Union européenne qui a consisté à se dire, eh bien, on peut vivre tranquillement de notre côté, il n'y a plus de rideau de fer, mais nous avons des États qui vont servir de tampon et on ferme les yeux et on déroule notre vie, notre développement économique, notre développement social, etc. Ça ne peut pas se passer comme ça sur le même continent. Un continent important qu'est l'Europe, avec cet outil politique, social, technique. Alors on lui reproche cette technicité à l'Union européenne. Est-ce qu'il faudra simplifier justement un jour ou l'autre un peu tout ce côté très technique, ces normes, on parle souvent de normes quand on parle de l'Europe. Est-ce qu'il y a un moment où il faudra simplifier aussi pour que justement des États qui entrent dans l'Union européenne ne soient pas, allez, on va dire un peu submergés par toute cette technicité? Ils n'en ont pas le temps forcément, en tout cas dans l'état actuel des choses. L'Europe est techno, mais les services de l'État sont aussi techno, et je pense que dans toute société structurée, avancée comme la nôtre, la place de l'administratif est difficile à diminuer, même si effectivement il faut simplifier les procédures et notamment la vie quotidienne de nos concitoyens. Mais je pense aussi que l'Europe des normes, c'est l'Europe de l'équité. C'est-à-dire que lorsque on décide collectivement à Bruxelles, parce que c'est pas Bruxelles qui décide, non, c'est les États membres qui décident à Bruxelles, ou à Strasbourg d'ailleurs. Lorsque l'on décide collectivement de mettre en place des normes, eh bien c'est aussi un gage d'équité entre la Roumanie, la Suède, le Portugal, la France. Donc on ne peut pas d'un côté demander d'avoir une Europe sociale, d'avoir une Europe qui s'harmonise, sans mettre en place des normes sur lesquelles chacun puisse s'aligner. Alors s'aligner du jour au lendemain, c'est peut-être pas possible, mais en tout cas progresser pour à terme s'aligner.
Alors, on va revenir à votre nouvelle charge que vous allez exercer à partir du mois de janvier. Thibaut Guignard, je disais, président de la Fédération européenne des territoires ruraux. Qu'est-ce que c'est que la Fédération européenne des territoires ruraux ? Eh bien, c'est une association qui réunit 29 réseaux nationaux, dont Leader France, que je préside depuis 2015. Et je ne l'ai pas précisé, mais oui, vous faites qui bien. représente 2600 territoires ruraux qui sont engagés dans les programmes de développement européens dont on parlait tout à l'heure et qui veulent faire entendre leur voix auprès des institutions européennes et auprès aussi des gouvernants et des gouvernements nationaux, puisque rien ne se fait sans passer par les États membres dans l'Union européenne, et c'est bien normal. Donc notre travail, c'est de défendre la place des ruralités dans les politiques européennes, surtout de façon proactive. J'allais dire que moi, mon travail, ça va être de préparer la période post-2027. Les programmes européens sont sur des périodes de 6 ans. Nous avons une période 2021-2027. Et donc là, qui démarre. Nous allons donc travailler sur la période post-2027. Donc défendre la place des ruralités dans les politiques européennes. Et puis valoriser l'Union européenne dans les territoires ruraux. Et nous sommes à la veille d'élections européennes qui sont les élections de tous les dangers. Les populistes sont aux abois. C'est facile de rejeter la faute sur l'Union européenne. On voit bien que dans certains pays comme la France, les choses se polarisent entre un bloc pro-européen et des blocs souverainistes. Et donc, aujourd'hui, il faut absolument que l'on valorise la présence de l'Union européenne dans tous les territoires. Mais nous, notre travail, c'est les territoires ruraux. Et on a déjà beaucoup à faire, puisque c'est 80% du territoire européen et 30% de la population, pour dire aux habitants des campagnes, l'Union européenne se préoccupe de vous, elle met les moyens. La Commission a lancé un travail sur la vision à long terme pour les zones rurales. Elle a lancé un pacte rural qui permet de décliner un certain nombre d'actions. Donc notre raison d'être, c'est les ruralités et l'Europe. Alors, les ruralités et l'Europe, avec une Europe qu'on entend un petit peu plus dans les campagnes, vous le soulignez, Thibaut Guignard. Avant, on avait une Union européenne qui était un petit peu éloignée. On entendait bien parler de Bruxelles ou de Strasbourg, mais voilà. Alors qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'au quotidien, l'Europe est là dans les campagnes. Est-ce que c'est aussi le relais des élus sur le terrain ? Vous en faites partie, des maires, ils sont importants. Est-ce que là aussi, il y a un véritable travail à faire pour que les maires parlent de l'Europe, fassent comprendre l'Europe ? C'est pas toujours simple. Il y a une vraie prise de conscience de l'importance des territoires par l'Union européenne depuis quelques années, liée d'abord aux élections européennes de 2019, qui déjà ont vu l'entrée des populistes et des anti-européens, y compris français, au sein du Parlement européen. Il y a eu le Brexit. Le Brexit n'a pas été voté par les cadres de la City à Londres. Le Brexit a été voté par les habitants des campagnes. Et puis, il y a eu aussi la crise sanitaire qui a démontré que les campagnes pouvaient être une forme de solution. Et qu'il était plus facile, effectivement, de respecter un confinement strict en campagne que dans une tour de 17 étages. Et donc l'Union européenne a vraiment pris conscience de cela. Et effectivement, il faut que les élus locaux s'en emparent. Et ça, c'est un travail que je mène au sein de l'Association des maires de France, aux côtés de notre président David Lisnard, qui m'a demandé de davantage informer et former les maires de France à ces opportunités européennes. Quand je dis opportunités, c'est les opportunités financières, bien sûr, mais c'est aussi les opportunités d'ouverture européenne, programmes de coopération, échange de jeunes, etc. Une fois de plus, il ne faut pas voir l'Union européenne uniquement à travers le tiroir caisse, mais aussi à travers le projet politique que l'on construit à 27. Voilà, l'échange avec cette jeune génération qui est très européenne, il faut bien le dire. Un dernier mot, il nous reste, à peine une minute, Thibaut Guignard. On parle beaucoup aussi des mobilités dans les campagnes aujourd'hui. Alors, je voulais vous entendre, parce que vous, en termes de mobilité, vous avez innové, mais c'est une préoccupation au moment où l'essence, le carburant coûte très cher. Est-ce que là aussi l'Europe, l'Union européenne plus précisément, va avoir un rôle majeur ? Oui, l'Union européenne
finance les mobilités. Je pense notamment au train dans les campagnes. Là, la France est très en retard. On a des pays, notamment d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, où on a un cadençage des trains, un renouvellement des rames et des lignes qui est bien plus soutenu que chez nous, avec des vrais trains du quotidien. Alors que chez nous, on laisse les voies ferrées disparaître sous la végétation. C'est le cas de la ligne Saint-Brieuc-Loudéac, qui pourrait desservir potentiellement la bagatelle de 200 000 habitants. Et puis il y a la question des mobilités décarbonées. Effectivement, vous l'avez dit, à Pleuc-l'Hermitage, nous avons innové en mettant en place un système d'autopartage, c'est-à-dire de voitures que l'on peut louer à la demi-journée, voitures électriques que l'on peut louer à la demi-journée, pour éviter d'avoir son propre véhicule, pour éviter d'avoir un deuxième véhicule dans un foyer, pour remplacer son véhicule s'il est au garage. Et effectivement, ce projet a été très bien financé par le programme Leader et l'Union européenne. Voilà, on en reparlera sur l'antenne. On va être obligé de se quitter, Thibaut Guignard, parce qu'on a entendu les tops. Il est déjà 9h sur l'antenne de Bretagne 5. Merci à vous. Je vous remercie d'être venu, malgré le verglas, jusqu'au micro de la matinale pour nous parler de l'Union européenne. Je rappelle, Thibaut Guignard, que vous êtes maire de Pleuc-l'Hermitage, dans les Côtes-d'Armor. Ça, c'est pour nos auditeurs qui nous écoutent très très loin, parfois même de l'autre côté de l'Europe. Et vous êtes tout nouveau président de la Fédération européenne des territoires ruraux, l'ELARD. Voilà, c'est pas très joli, mais voilà, c'est l'acronyme. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée à toutes et à tous. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.